bon, il y a cet aspect de politique de spectacle qui a pour objectif de, disons, rendre momentanément invisible le conflit historique qu'il faut vraiment traiter. Oh, oui, bon, je m'appelle Satoshi Ukai et je suis maintenant de passage à Paris. J'ai enseigné le français, la littérature et la philosophie française pendant presque 30 ans. J'ai milité dans un certain milieu de la gauche indépendante et qui est à la fois très écologique et puis anti-nationaliste. En ce qui concerne les Jeux olympiques, j'ai été écolier en 1964. C'était quand même un événement majeur, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau national. Et quand même, notre enfance a été très profondément marquée par cet événement-là. J'ai acquis une certaine conscience politique. Je suis revenu souvent à cette expérience-là. Il n'y a pas beaucoup de pays dans ce monde où toutes les écoles ont été, disons, sont mobilisées à l'occasion des Jeux olympiques. Et comme le Japon, à l'époque aussi, il y avait une forte opposition. Alors qu'il n'y a aucune trace dans la mémoire sociale japonaise de cette opposition-là. Donc c'est déjà quelque chose de très effrayant. Quelle force a été mise en place pour organiser cette bruit-là? Donc Coubertin est un aristocrate français qui est né dans les années 1870, la génération marquée par la défaite française dans la guerre avec la Prusse, et puis aussi un certain complexe d'infériorité à l'égard des Britanniques. Il est arrivé à Coubertin de faire un voyage en Angleterre. Il a découvert une tradition éducationnelle qui est très loin de celle de la France. Il a appris aussi que les Anglais s'inspirent beaucoup de l'athlétisme antique. Il a voulu introduire cette nouvelle méthode former la jeunesse, surtout les garçons. Il a été motivé de, disons, reformer la jeunesse française masculine pour qu'il y ait une armée aussi performante que l'allemande et la britannique. Selon lui, cette idée de la nouvelle éducation d'inspiration britannique n'est pas incompatible avec une certaine idée de la paix. Avec la réhabilitation militaire de la France, l'Europe aura retrouvé l'équilibre des France. Bon, à l'époque, il n'y a pas d'autres idées de la paix, surtout pour la classe, la haute société française à laquelle Coubertin a appartenu. Je crois que là, il y a le début de tous les malentendus. Maintenant, donc, grâce à la continuation, la survivance des Jeux olympiques, et j'ai le sentiment que l'idée est conservée jusqu'à nos jours. C'est pour ça que une nation comme le Japon avait tellement envie de s'intégrer à cette société des élites internationales. Le nationalisme est un phénomène assez complexe. Donc chaque moment de l'histoire, il tient des rôles différents. Il peut y avoir théoriquement un nationalisme révolutionnaire. Mais dans le cas du Japon, certains écrivains ont été quand même très sensibles au changement de la nature du nationalisme au Japon à cette période. Donc,
à la première moitié des années 60. Les Jeux olympiques étaient un événement marquant. À partir de cette date, on s'est aperçu qu'on observait dans la société japonaise un nouveau type de nationalisme qui est plus superficiel et cynique, qui a pour corollaire le mépris des autres peuples non occidentaux. Donc le Japon est à part, est un peuple spécial, le seul qui est vraiment intégré à la communauté internationale dominée par les Occidentaux. Voilà, donc ce type de nationalisme n'a pas été vraiment dominant avant les Jeux. Les Jeux olympiques 2020 ont été programmés pour redorer le blason du capitalisme japonais. Mais bon, en fait, c'était, disons, la fin de la prospérité économique de ce pays. Et bon, apparemment, les organisateurs n'ont bien compris. Et ils croyaient que la même opération pourrait se répéter pour sauver l'image d'une nation japonaise. Et maintenant, c'est un nationalisme, nous avons affaire avec un nationalisme très, disons, chauvin. Cette histoire n'a pas commencé avec les Jeux, mais avec la Coupe du Monde, organisée conjointement par les Japonais et les Coréens en 2002. Là, donc, certains Japonais étaient très mécontents de devoir organiser cette Coupe du Monde avec les Coréens, avec la Corée du Sud, qui est l'ancienne colonie japonaise. Voilà, donc à partir de cette date, dans les réseaux sociaux, on voyait de plus en plus d'insultes contre les Coréens et tous les propos xénophobes. Donc beaucoup de sociologues ont constaté que ça a commencé avec la Coupe du Monde. J'avais le sentiment que pour les en tout cas pour l'instigateur de cette idée, ce serait une disons, répétition de la Coupe du Monde en 1998 ou 98, je crois. Et donc la France a gagné, et on disait que bon, le Front National c'est fini, la société multinationale, elle existe déjà. Bon, quand même, tout ce que nous avons vécu ultérieurement a prouvé que c'était faux. Je pensais comme si, avec les Jeux olympiques, on pourra produire un effet similaire. En 2024, un siècle après les Jeux olympiques de Paris, je crois que cette idée était assez, disons, transparente. Là, donc, c'est une autre manière de détourner le regard du peuple de la réalité en face vers quelques phénomènes médiatiques éphémères. Donc au Japon, c'était une grande opération de diversion par rapport aux accidents nucléaires de Fukushima. En France, bien sûr, beaucoup de conditions différentes. Mais bon, il y a cet aspect de politique de spectacle qui a pour objectif de, disons, rendre momentanément invisible le conflit historique et qu'il faut vraiment traiter. C'est en dehors de ce type d'opération médiatique. Ce qui m'étonne, c'est que quand même, en France, le discours de l'olympisme est considéré comme apolitique, comme si il y avait encore dans ce monde dominé de part en part par le capital quelque chose qui échappe à cette domination-là. Mais pourquoi en France, ce type de discours a pu survivre jusque-là? Je crois que c'est la vraie question. Ce n'est pas le résultat d'une naïveté nationale, etc. Mais il y a beaucoup de forces qui collaborent à
faire survivre ce type de, disons, ce type de représentation-là.